Bonsoir. Bonsoir à tous. Je n'ai rien fait pour mériter ces applaudissements, mais merci quand même. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour les 4e assises de la fiscalité et de l'épargne de l'affaire. Très heureux de vous accueillir ici et maintenant, selon la formule célèbre. Ici, parce que tout de même, la salle de l'Olympia, c'est quelque chose. Me retrouver moi-même, pour parler une seconde de moi, sur la scène de l'Olympia, ça, je ne l'aurais pas imaginé. Flotte ici l'esprit des plus grands artistes. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette belle salle. Et maintenant, parce que nous sommes à 5 semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Le premier tour aura lieu le 23 avril. Vous avez pu constater, tous, chacun, en écoutant les radios, les télés, en lisant les journaux, que nous sommes en plein débat de fond, que tous les problèmes de la société française sont scrutés, voilà, je vois qu'il y en a qui suivent, scrutés, analysés avec attention. C'est une belle campagne dont on se souviendra, je pense. Ouh! Ah, nous l'empêchons, c'est la faute des journalistes. C'est toujours la faute des journalistes, de toute façon. Voilà. J'ai bien fait, tiens, de dire ça. Comme ça met un peu d'ambiance. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, nous allons parler sérieusement des problèmes de la fiscalité et de l'épargne, puisque vous-même, membre de l'affaire, sociétaire de l'affaire, c'est ce qui vous intéresse et c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous demander quelle fiscalité veulent instaurer ceux qui veulent diriger l'État et évidemment, cette élection se déroulant en avril et mai, la perspective est proche de voir une nouvelle équipe arriver aux affaires. Bien entendu, ces questions de fiscalité, d'épargne, s'inscrivent dans le cadre plus large de projets économiques que les candidats présentent aux Français, ou pour être plus précis, vont présenter, parce que cette campagne finira bien par démarrer. Et pour les évoquer, ces problèmes-là, de manière la plus sérieuse qui soit, nous avons sollicité les représentants des principaux candidats de cette élection présidentielle. Certains n'ont pas répondu favorablement à l'invitation, tout le monde est libre. Et d'autres ont répondu favorablement, et nous aurons donc l'occasion d'écouter sur cette scène 3 représentants de candidats. Nous écouterons d'abord François Baroin, ancien ministre de l'économie. Il faut attendre que les gens aient parlé pour applaudir. À mon avis, hein, enfin, faites comme vous voulez. Hein. François Baroin, ancien ministre de l'économie sous la présidence de Jacques Chirac, dans les gouvernements de Nicolas Sarkozy, sous les gouvernements de François Fillon. François Fillon, candidat à l'élection présidentielle, et donc, bien sûr, François Baroin soutient la candidature de François Fillon dans cette élection. Nous écouterons ensuite Jérôme Guedj, ancien député de l'Essonne, qui est lui aujourd'hui porte-parole du candidat du Parti socialiste Benoît Hamon, et qui nous expliquera donc sur cette scène les projets de Benoît Hamon. Et puis nous accueillerons ensuite, ce sera le 3e intervenant, Jean Arthuis, ancien ministre de l'économie et des finances sous la présidence de Jacques Chirac et dans les gouvernements d'Alain Juppé. Jean Arthuis, député européen, est aujourd'hui membre du mouvement En Marche et soutient donc la candidature d'Emmanuel Macron. Nous les écouterons tous les 3. Après chacune des interventions, nous aurons l'occasion, depuis la scène, de poser des questions à l'intervenant, de lui faire préciser certaines choses si elles n'ont pas été claires. Nous ferons aussi l'interprète des questions que vous pouvez poser. Vous avez sans doute vu lors de votre entrée dans cette salle des hôtesses avec un formulaire sur lesquels vous avez peut-être recueilli des questions, vous avez peut-être écrit des questions. Oui, certains répondent non, mais j'espère que d'autres ont pu le faire. Nous verrons tout ça, il n'y a pas de problème. Si, en tout cas, vous avez des questions à poser, les moyens existent pour que ces questions soient posées à nos intervenants. Voilà le déroulement de nos assises de cette soirée, telle qu'elle va donc se dérouler. Je vous remercie encore d'être là et je vous demande d'accueillir chaleureusement le président de l'affaire, Gérard Beckerman. Et moi, je soutiens, vous savez qui? Les adhérents de l'affaire.
Alors, je suis extrêmement heureux d'être à l'Olympia. Ça me rappelle de très bons souvenirs. Charles Trenet, Aznavour. J'avais 10 ans. Ma mère adorait Édith Piaf. Et j'étais venu une fois. Et ce sont des moments mémorables. Et je trouve ça extraordinaire que nous organisions pour la 4e année consécutive les assises de l'épargne et de la fiscalité. Vous le savez, à l'affaire, on ne fait pas de politique si ce n'est la politique de l'épargne pour qu'elle soit juste, pour qu'elle soit équitable, pour qu'elle soit bonne. Et nous avons la chance aujourd'hui de convier 3 personnalités du monde politique qui soutiennent différents candidats, de droite comme de gauche, et nous allons essayer d'avoir, je dirais, la meilleure information possible en direct. Je salue non seulement tous les adhérents qui sont présents aujourd'hui, non seulement à l'Olympia, mais les centaines de milliers d'auditeurs qui nous suivent, comme on dit, en streaming, sur leur écran, en direct, en France, dans toutes les régions et dans les dom-toms. Alors, nous allons, si j'ai bien compris, accueillir dans un instant le premier invité de l'affaire. Il s'agit de François Baroin, que nous accueillons maintenant. Bon. Alors, si M. Baroin veut monter à la tribune... Alors, il y a de Jean-François, Jean-Michel, vous voulez me poser peut-être une ou deux questions avant? Alors peut-être, oui, parce qu'en fait, oui, le temps qu'il arrive. Vous avez un peu zappé une séquence, donc on va peut-être la faire. Alors, avant de vous poser quelques questions, vous ne bougez pas, Gérard Beckerman, je voudrais que nous accueillions Pierre Steinmetz, qui est membre du comité des sages de l'affaire, ancien membre du Conseil constitutionnel. Bonjour, Monsieur Steinmetz. Et ces lumières juridiques, et notamment... ces lumières en matière de constitution nous seront précieuses à un moment du débat. Je vous demande aussi d'accueillir Simone Pilon, qui est adhérente de l'affaire, qui vient du Havre. Madame Pilon, merci. Bonsoir. Voilà, vous êtes l'épouse de, je le dis pour ceux qui le connaissent, de Monsieur Pierre Pilon, c'est ça le prénom? Jacques Pilon. Voilà. Jacques Pilon, qui est membre du conseil d'administration de l'affaire, et Anne Moreau, qui est directrice de la communication de l'affaire, nous rejoint aussi. Bonjour, Anne Moreau, merci de me rejoindre. Voilà, comme ça, nous sommes au complet pour faire ce débat et je voulais effectivement vous poser quelques questions, Gérard Beckerman. Je voulais vous demander d'abord de tracer le cadre rapide de l'assurance vie. Qu'est-ce que ça représente l'assurance vie aujourd'hui dans la société française? Ça représente beaucoup de choses. L'assurance vie, c'est 1650 milliards d'euros. C'est-à-dire 85% de la richesse de la France, 85% du PIB, et ça représente aussi 85% de notre dette publique. Ce sont des montants considérables, et si considérables que nous demandons au gouvernement, fût-il de gauche ou de droite, je dirais de graver dans le marbre le statut juridique, fiscal et social de l'assurance vie, d'éviter d'avoir la bougeotte fiscale. Nous avons travaillé durement, toute une vie, pour mettre un peu d'argent de côté, des économies de côté, et ce que nous voulons, c'est que ces économies, elles soient respectées dans la durée. Lorsqu'on ouvre une adhésion à l'affaire, ce n'est pas pour partir demain matin. La durée moyenne de détention d'un contrat est de 18 ans. Donc c'est une épargne à long terme qui a un rôle civique responsable. C'est grâce à l'assurance vie que nous finançons les entreprises, que nous finançons les dettes des États, et nous voulons en contrepartie que les gouvernements tiennent parole, ne changent pas en cours de route les règles et, si possible, inscrivent, je dirais, dans la loi et même dans la Constitution la non-rétroactivité des lois juridiques et fiscales. Voilà. Ça c'est dit, donc l'instabilité fiscale est un motif de souci pour les adhérents, un motif d'inquiétude aussi pour l'affaire, et ce sera, parmi les points qui seront abordés, un des points importants, effectivement, comment mettre fin à l'instabilité fiscale. Vous dites aussi, Gérard Beckerman, assez souvent, et puis après on donnera la parole à François Baroin, je pense qu'il est là maintenant, vous parlez aussi souvent de la lisibilité insuffisante des contrats, et là aussi peut-être que les pouvoirs publics peuvent remédier un petit peu à cette situation. Mais il faut qu'ils nous consultent et qu'ils nous laissent faire, parce qu'un contrat, il faut qu'il soit clair. Un sujet,
un verbe, un complément. Il n'y a pas plus clair et il n'y a pas plus simple que le contrat à faire. Il doit être lisible. Et quand je vois l'ampleur, la densité des lois, des dispositions, des réglementations, des arrêtés, des circulaires sur l'assurance vie, c'est trop, c'est excessif. Donc nous demandons la lisibilité et puis la visibilité du contrat. Par exemple, on veut savoir, quand on met, par exemple, prenez un produit qu'on appelle le PERP, le plan d'épargne retraite populaire. On verse sur le PERP quand on est salarié, mais on ne sait pas combien on aura quand on prendra sa retraite. C'est ce que nous appelons la non-visibilité du contrat. Donc l'affaire a rédigé un pacte de l'épargne, comme nous avons un code de la route, comme nous avons un code de l'environnement, un code des impôts, un code du travail, nous voulons un code de l'épargne où des règles lisibles, visibles et stables s'appliquent et nous espérons que les gouvernements entendront cette sagesse. Voilà, nous verrons si les intervenants qui se succéderont sur cette scène partagent votre souci d'une meilleure lisibilité des contrats. Dernière question, à quoi est affecté le produit de l'assurance vie et est-ce qu'une fiscalité adaptée pourrait permettre de diriger vers des cibles précises cette collecte que réalisent les assureurs avec de tels contrats avec une épargne? Oui, c'est une bonne question. L'assurance vie, je vous le dis, elle est responsable. Elle sert essentiellement à financer les besoins de financement des entreprises. C'est grâce à cet argent que les entreprises, sous forme d'obligations, sous forme d'actions, et grâce à l'assurance vie qui finance ces vecteurs, eh bien, nous contribuons au financement des entreprises et même des PME. On a joué un rôle fondamental l'année dernière. J'avais rencontré, vous le savez, le président de la République. Nous avions pris vis-à-vis de François Hollande un engagement d'engager 1 milliard sur les 52 que nous avons à la faire aujourd'hui, en direction des PME, pour l'emploi, pour les jeunes, pour le travail, pour la croissance de notre pays. Et d'ailleurs, ce montant a été atteint et je dirais que c'est un rôle civique que nous avons avec l'assurance vie. On n'est pas une niche fiscale, on rapporte au pays. Et ça, c'est un message très fort et on va le rappeler tout à l'heure à nos ministres, dont 2 ont été à Bercy. Donc nous allons leur rappeler haut et fort, nous avons un rôle citoyen responsable. Oubliez-nous, nous ne demandons aucun avantage fiscal, ce n'est pas le moment de nous taxer. Merci Gérard. Nous allons maintenant, je vous demande de rejoindre votre siège et nous allons maintenant accueillir François Baroin pour une intervention d'une dizaine de minutes sur les problèmes de la fiscalité et de l'épargne. Bien, Monsieur le Président de l'Association française d'épargne et de retraite, Mesdames, Messieurs les adhérents, chers amis, je ne vous vois pas tous, mais je vous domine et je vous ai vu à la télévision. Je suis évidemment très heureux d'être aujourd'hui avec vous à l'occasion de ce grand rendez-vous annuel que sont vos assises. Je connais la qualité du travail de votre association. Nous en avons discuté à de nombreuses reprises lorsque, vous l'avez évoqué, j'étais en responsabilité à Bercy. Je connais la qualité de ces réflexions, je connais également le degré d'implication, la pertinence avec laquelle non seulement vous contribuez au débat public, mais aussi vous orientez certains choix, pas toujours écoutés avec la bienveillance que vous auriez voulu, mais vous avez largement contribué à créer un cadre général du dispositif actuel. Cher Gérard Beckerman, je vous remercie de cette constance, je vous remercie de votre présence également pour prendre l'opinion publique à témoin sur l'importance de ces enjeux et l'importance qui s'attache à protéger l'épargne des Français. Je vous remercie de me permettre également d'aborder ces questions, qui sont des questions essentielles dans une campagne où beaucoup, il faut bien le reconnaître, s'obstinent à ne pas parler des questions de fond, ni à présenter des programmes avec clarté aux Françaises et aux Français. Ce n'est pas la ligne du candidat de notre famille politique, ce n'est pas la ligne de François Fillon, et c'est avec un grand plaisir que j'ai répondu à votre invitation, avant même, d'ailleurs, je le rappelle, de représenter aujourd'hui officiellement notre candidat. Si je voulais paraphraser une formule que nombre d'entre vous dans cette salle connaissaient et qui est attribuée au chancelier Helmut Schmidt, je dirais que l'épargne d'aujourd'hui, ce sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Certains oublient, en effet, que l'épargne joue un rôle absolument central au sein de notre économie. La préserver doit être une exigence pour tout État qui est attaché à la liberté, au droit de propriété,
et qui a choisi de faire figurer la défense de ses droits fondamentaux parmi ses principes les plus élevés. On pourrait aller plus loin et rappeler que l'épargne, c'est aussi un enjeu de souveraineté nationale. C'est notre capacité collective à financer nous-mêmes notre économie, en toute indépendance. Le régime auquel nous soumettons l'épargne de 15 millions de Français qui détiennent une assurance vie a naturellement un impact sur leurs décisions. Ces 15 millions d'hommes, de femmes, contrairement à ce qu'imaginent certains, ne sont pas des millionnaires ni des rentiers que l'on peut choisir de faire passer autant de fois que l'on le souhaite à la caisse lorsqu'on a besoin de refinancer notre État. Ces hommes et ces femmes sont attentifs aux décisions qui sont prises par les puissances publiques pour les années qui viennent. Ils n'ont pas oublié que le président actuel a été l'homme qui, sous l'influence d'un de ses conseillers, a choisi d'augmenter les charges qui pèsent sur les détenteurs d'assurance vie. L'addition de ces décisions n'est pas indolore pour les épargnants et à long terme, c'est le modèle de société que nous voulons transmettre à nos enfants et que nous voulons pour nos contemporains qui est en jeu. C'est ce modèle que nous voulons transmettre aux générations futures. Et pour que l'épargne puisse jouer un rôle essentiel dans notre économie, encore faut-il qu'elle soit bien orientée. Il faut pour cela que les personnes qui sont aux responsabilités aient une vision claire de ce que l'on veut pour notre État, une vision claire du contrat que l'on passe avec les épargnants. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une réglementation court-termiste que l'on modifie à chaque évolution de la conjoncture en faisant des épargnants la variable d'ajustement des finances publiques. Il faut donc inverser les données du problème, refuser de voir dans une obstination dogmatique que la situation que nous connaissons actuellement n'a rien d'ordinaire. Nous ne sommes pas dans des temps ordinaires, en effet, lorsqu'un État ne maîtrise plus son endettement, lorsque le simple service de la dette représente une charge quasiment équivalente au montant que nous consacrons à notre défense nationale, de l'ordre de 45 milliards d'euros pour les 2 postes de dépenses. La charge de la dette, vous le savez, est aujourd'hui un élément constitutif de l'asphyxie de notre économie. Alors on pourra dire, dans la période où nous étions en responsabilité, de 2007 à 2012, il y a eu une augmentation de la charge de la dette de l'ordre de 20 à 25% pour l'économie française. Je voudrais au passage rappeler, pour avoir été l'un des négociateurs français du traité budgétaire, que dans le cadre général du G20, nous avions organisé un soutien à l'activité économique, c'est vrai, par de la dépense publique. La France a augmenté sa dette, l'Allemagne aussi. La Grande-Bretagne l'avait augmenté de 30%, les États-Unis l'avaient augmenté de 40%. Alors évidemment, ça a permis, avec les amortisseurs sociaux, de garantir une stabilité de l'activité économique, de résister un peu mieux à la récession, un peu mieux qu'en Allemagne, un peu mieux que dans les autres pays. Le poids à payer a été celui-ci, mais nous ne sommes jamais allés sur la mise en cause du dispositif d'accompagnement et nous avons protégé tout ce que nous avons pu dans la sauvegarde de l'épargne des Français. La meilleure des sauvegardes ayant été ce traité budgétaire qui a garanti la stabilité de l'euro, qui a évité l'éclatement de la zone euro et qui a fixé un cadre, une méthode et un calendrier de retour progressif à l'application des critères de Maastricht pour respecter la signature des pays signataires, au premier rang desquels se trouvait évidemment notre pays. Si l'épargne ne fait que financer la dette publique, elle n'alimente plus la création de richesses. L'épargnant se retrouve malgré lui complice d'une fuite en avant budgétaire qui est celle de l'État et dont il fait 2 fois les frais, en voyant le produit de son effort capté par l'État et par la dépense publique, et en voyant la fiscalité de son épargne augmenter, car un État qui ne maîtrise pas ses dépenses est un État qui doit sans cesse chercher de nouvelles sources de revenus. Nous ne sommes pas non plus dans des temps ordinaires lorsque la fiscalité interdit aux épargnants de faire leurs propres arbitrages et de bénéficier de rendements proportionnés aux risques qu'ils prennent. Aujourd'hui, l'État s'endette à des taux négatifs. Et l'épargnant est très mal rémunéré. Chacun ici a été témoin de la baisse de rémunération des fonds en euros. Chacun ici a conscience du fait que l'épargnant qui s'aventure hors du cadre réservé et préservé de l'assurance vie, du moins jusqu'à présent, se retrouve confronté à une fiscalité confiscatoire. Quels sont les effets d'une telle fiscalité, si ce n'est de détourner les épargnants des placements les plus risqués? Qui prend aujourd'hui la mesure de l'impact d'un tel détournement sur notre économie? Certains, et on le mesure bien durant cette campagne, estiment que cela peut continuer comme si de rien n'était, que l'on peut continuer dans un tel contexte à augmenter les aides sociales, à créer des emplois dans la fonction publique, que l'on peut en même temps supprimer la taxe d'habitation, qui au passage est la disparition du contre-pouvoir local par rapport à un État, en remettant en plus en cause la libre administration des collectivités territoriales garantie par notre loi fondamentale, que l'on peut supprimer un certain nombre d'accompagnements de politiques publiques sans connaître ni comprendre la situation dans laquelle une telle réforme
précipiterait la totalité des collectivités territoriales qui sont un maillon essentiel des services publics et de l'investissement public au service de notre économie. Il y a eu une baisse de l'investissement public autour de ces 3 dernières années de l'ordre de 30%. 10% d'investissement public en moins dans un modèle économique comme le nôtre, c'est 0,2 à 0,3 points de croissance en moins. Et sachez, ne l'oubliez pas, que 75% de l'investissement public sont portés aujourd'hui par les collectivités territoriales. L'État n'investit quasiment plus, de l'ordre de 9 milliards, très loin de l'effort partagé des représentants de nos territoires. Certains pensent que l'on peut continuer à promettre pour l'éternité la retraite à 60 ans, que l'espérance de vie, d'un autre côté, ne cesse de progresser et que l'on peut annoncer 50 milliards de dépenses nouvelles supplémentaires en investissement sans en avoir le début du financement. La crise de 2008 est une illustration de ce que nous avons connu. J'y reviens brièvement. Durant des mois, les épargnants du monde entier ont cru acheter du AAA, le top de la sécurité financière à l'époque, alors qu'il s'agissait de subprimes extrêmement risqués aux États-Unis et le système a fini par craquer. C'est bien une crise qui est venue du modèle américain qui avait encouragé les classes moyennes à investir dans l'immobilier. Le dispositif a été contourné et détourné par des modèles financiers inventés par des banques d'affaires américaines et qui a contaminé par le système de la mondialisation, de la financiarisation de l'économie l'ensemble du dispositif. La crise a traversé l'Atlantique, a impacté l'Europe et a attesté ensuite les pays les plus solides avec cette loi des reins sur le niveau de la dette publique. C'est ainsi que pendant de nombreuses années, nous avons été sous cette pression budgétaire et dans ce cadre de la gestion de la problématique notamment grecque. Quand on a vécu la crise financière en 2008, en étant aux premières loges, comme ce fut le cas pour François Fillon et moi-même, quand on a assisté à la rechute de 2011, que l'on a vu des entreprises vaciller, y compris celles qui paraissaient les plus solides, que l'on a vu des usines fermer, des emplois disparaître en masse, que l'on a vu des épargnants perdre en quelques jours dans d'autres pays une vie d'économie, on prend la mesure de ses responsabilités et on en tire également un certain nombre d'enseignements. Croire que c'est un problème qui ne concerne que les épargnants ou les soi-disant nantis est une grossière erreur, car au beau milieu de la crise, nous avons également dû gérer un système de protection sociale au bord de l'asphyxie, entre la baisse des recettes d'une part et la hausse des dépenses. Bref, c'est l'emploi, l'épargne des ménages des Français qui a été menacée en profondeur et qu'il a fallu défendre. Mais c'est également notre modèle social qui aurait pu ne pas survivre à cette crise. Quelques années plus tard, penser que nos emplois, notre épargne et notre modèle en lui-même est hors de danger, c'est soit de l'ignorance, soit de la pure démagogie. Il faut aujourd'hui faire preuve de responsabilité pour rétablir une dynamique saine entre épargne, investissement et emploi. Cela passe en premier lieu par un État dans lequel la spirale de la dépense publique et la spirale de la dette publique sont maîtrisées. Ceux qui viendront à cette tribune ou ailleurs expliquer le contraire sont des doux rêveurs dans le meilleur des cas, des irresponsables au regard de l'avenir de notre pays dans le pire des cas. Vis-à-vis des épargnants, la responsabilité doit aujourd'hui se décliner de 3 manières. Par une fiscalité qui récompense le risque, par une fiscalité plus stable, par une fiscalité plus neutre. Le premier objectif, c'est cette fiscalité qui récompense le risque. Dans un contexte où l'innovation joue un rôle fondamental en économie et où nos entreprises ont besoin de capitaux pour se développer, il faut absolument encourager la prise de risque dans le choix des investissements. Ce constat est renforcé dans un contexte de taux bas. C'est la raison pour laquelle François Fillon, dans son projet, propose 2 mesures fondamentales. Premièrement, mettre en place un taux unique d'imposition du patrimoine à 30%. Les errements du gouvernement actuel ont montré combien l'allocation du capital était sensible à la fiscalité. Le choc fiscal du président et de ses ministres de l'économie successifs, ce choc fiscal est directement responsable du marasme économique actuel. Deuxièmement, la déduction de l'investissement dans les PME innovantes sera de 30% et s'appliquera à l'impôt sur le revenu dans la limite d'1 million d'euros pour un couple. Ce dispositif a été mis en place avec succès en Grande-Bretagne et l'exemple de ce pays a montré combien il permettait le développement d'entreprises les plus innovantes sans représenter un coût trop important pour les finances publiques. C'est également dans cette optique que nous allons supprimer l'ISF dès 2018 dans un collectif budgétaire qui sera voté en début de législature pour faire en sorte que le cadre général de la restauration de la confiance inscrivant dans la stabilité
Ce geste politique puissant permettra de rétablir le lien entre les investisseurs étrangers et même le rapatriement de Français qui ont fui notre pays en raison de cette dissuasion fiscale qui leur a été imposée. En second lieu, une fiscalité plus stable. Il est irresponsable de jouer avec les économies de 15 millions de Français au gré de déclarations de campagne dont on a du mal d'ailleurs à percevoir le sens. Nous devons faire évidemment des propositions qui soient acceptables et qui soient atteignables pour les acteurs publics en responsabilité gouvernementale une fois le choix des Français acté. C'est la raison pour laquelle François Fillon a pris un premier engagement très simple et très clair qui est de préserver l'actuel régime fiscal de l'assurance vie, de la stabilité. Nous allons maintenir la fiscalité de l'assurance vie à 23%. Une hausse serait injuste et incompréhensible car cet argent, c'est le vôtre, il n'appartient pas à l'État, il vous appartient. Cette fiscalité de l'épargne plus stable doit aussi être une fiscalité plus prévisible. C'est une exigence morale, c'est la leçon également tirée du passé, de nos expériences, et nous prenons notre part de responsabilité dans la gestion du pays que nous avons eu l'honneur de conduire lors des gouvernements précédents. Et je pense également qu'il faudra acter de manière incontournable le rôle et la place de l'accompagnement des travailleurs indépendants. Enfin, troisième point, une fiscalité plus neutre. Il nous faut, pour 3,5 millions de ménages et pour 15 millions de Françaises et Français, garantir un système qui est plus respectueux de l'effort qui est produit dans les contrats d'assurance vie et dans les épargnants en général, qui ne sont pas des rentiers et qui ne sont pas des nantis et qui constituent cette épargne dans la prévision de l'accompagnement du moment où ils auront quitté le marché du travail et ils auront encore une espérance de vie en moyenne de l'ordre de 20 ans. C'est aussi l'expression d'une liberté de choisir la manière dont on constitue aussi son patrimoine, dont on le place, dont on garantit l'accompagnement de cette tranche de vie qui peut être magnifique et riche d'enseignements, de transmission de savoir, de connaissances et de préparation également, de solidarité entre les générations pour transmettre à ses enfants et ses petits-enfants. C'est un projet politique et on doit aussi le mettre en lumière. Il peut y avoir une vie consacrée à constituer par ses efforts, par son travail, par son épargne, la transmission de ce qui sera pour les générations qui suivent, la reconnaissance du travail des aînés. Et ça, c'est ce lien-là que nous voulons garantir par cette neutralité et par ce système sur le plan fiscal que nous proposons. Nous voulons également revaloriser les retraites inférieures à 1 000 € et nous voulons relever progressivement le quotient familial à 3 000 € pour réduire l'impôt sur le revenu des familles, car elles ont été massacrées, je dis bien massacrées, au cours des 5 années qui viennent de s'écouler. 50 milliards de pression fiscale pour les classes moyennes, c'est-à-dire des gens qui sont trop riches pour être pauvres et trop pauvres pour être riches. J'ajoute que c'est le cœur économique de notre pays, c'est ceux-là qui malheureusement ont tellement souffert que non seulement ça a altéré en profondeur la confiance, ça a nourri naturellement la défiance, mais ça n'a pas permis à notre économie de se redresser. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous sommes en dessous du taux de l'évolution de l'activité économique des pays de l'Union européenne et singulièrement des pays de la zone euro. Nous voulons aussi, et ce seront mes mots de conclusion, Monsieur le Président, permettre aux Français de transmettre leur patrimoine plus souvent en réduisant de 15 à 10 ans le délai entre 2 donations. C'est une mesure de justice pour ceux qui ont travaillé toute leur vie et qui veulent transmettre leur patrimoine à leurs enfants. C'est un programme de justice, c'est également un programme de redressement et nous aurons besoin de tout le monde pour redresser notre pays, en particulier de ceux qui possèdent des capitaux et qui sont prêts à les investir pour assurer la prospérité de notre pays. C'est également à cette condition que nous retrouverons aussi le plein emploi et que nous engagerons le retour de la France comme une grande puissance internationale. Voilà mes propos liminaires dans l'esprit de ce que vous aviez souhaité, Monsieur le Président. Et je suis à présent, en vous tournant le dos, mais par un tropisme général de la présence de ce pupitre vis-à-vis de votre scène, et en m'en excusant par avance, disponible pour répondre à vos questions, ainsi qu'à celui de votre modérateur bien célèbre, Monsieur Apathy. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ça va, ça va. Alors, le succès sur la tribune de l'Olympia, sur la scène de l'Olympia. Non, c'est vous qu'on applaudit, Monsieur Apathy. Mais je vous disais, il faut attendre d'entendre les gens. Il faut attendre d'entendre les gens pour applaudir. C'est dramatique.
Je n'ai aucune question à poser. Alors, moi, je vous dis la vérité. Monsieur le ministre, je vous attendais, si vous permettez cette expression, sur votre accord solennel, ce qui vient d'être fait. 1. Nous ne touchons pas au statut juridique et fiscal de l'assurance vie, notamment sur les successions pour tous ceux que nous aimons, pour les enfants en particulier. Bravo. 2. Certains candidats à la présidentielle, y compris François Fillon, avaient envisagé, il y a quelques semaines, dans un programme initial, de relever de 23 à 30% le taux de prélèvement forfaitaire sur les produits des contrats d'assurance vie. Nous avons aujourd'hui l'engagement du porte-parole, je puis dire pour simplifier, de François Fillon, qu'il restera à 23%. Nous, adhérents d'affaires, ça nous va. Alors je crois qu'il faudrait peut-être une question de la salle au ministre. Oui, peut-être avant la salle, j'ai peut-être Jean-Michel. Une ou deux questions ou une ou deux précisions. Vous indiquez donc, en tout cas pour ce qui concerne la fiscalité de l'épargne, vous souhaitez une stabilité. J'ai une question, et puis avec M. Steinmetz, nous essaierons de préciser les choses. Vous annoncez par ailleurs la suppression de l'impôt sur la fortune, c'est dans le programme de François Fillon. L'aménagement est aussi dans le programme d'Emmanuel Macron, de l'impôt sur la fortune. Et je me dis, en vous écoutant, au fond, ce qui a fait que la fiscalité de l'épargne a beaucoup changé dans ces 30 dernières années, ce sont les besoins de l'État, évidemment. C'est-à-dire, on part au court terme en alourdissant la fiscalité de l'épargne de long terme, ce qui est quand même assez tragique comme raisonnement. Mais si vous commencez par perdre des ressources fiscales, l'impôt sur la fortune, cette année, c'est 5 milliards d'euros. Comment vous pouvez garantir qu'à un moment, quand il faudra boucler le budget, rester en dessous des 3%, c'est-à-dire dessiner un cercle carré, vous n'augmenterez pas la pression sur l'épargne? D'abord, c'est un choix politique fort. J'ai été le ministre du Budget qui, à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, avait engagé une réforme de l'ISF. Elle était difficile, elle était en fin d'exercice, il y avait des tensions dans la majorité, notamment sur la problématique du bouclier fiscal. Nous sommes parvenus à trouver une piste d'atterrissage à l'époque. On avait réformé l'ISF et on l'avait ramené à 2 tranches, 0,25, 0,5. Oui. Nous avions monté le taux d'entrée à 1,3 million, sauf qu'à la différence de l'actuel gouvernement, on ne partait pas au premier euro, ce qui change beaucoup de choses dans les faits. Et le collectif budgétaire de juillet 2012, après notre défaite, a fait quelque chose qui est un monstre, c'est-à-dire qu'a rétabli l'ISF, gardant le seuil d'entrée à 1,3 million, mais partant au premier euro, en remettant les 5 taux, ce qui a fait pour certains acteurs une augmentation, tenez-vous bien, à la fin du mois de juillet 2012, de 130 à 150% d'augmentation non prévue. Il ne faut pas s'étonner, à la fin de l'exercice 2012, d'avoir vu partir un certain nombre d'acteurs économiques en Belgique, à Barcelone ou ailleurs, ou à Londres, pour garantir la préservation du patrimoine pour leurs enfants. Donc ce constat, on a eu à droite aussi, c'est vrai, il a eu la main qui a tremblé, il y a aussi le poids de l'histoire. Souvent, on a expliqué que la défaite de Jacques Chirac en 88 a été mise sur le dos de la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes à l'époque. Je ne le crois pas, je crois qu'il y avait beaucoup d'autres causes. Mais aujourd'hui, la réalité économique s'impose à nous. C'est un choix politique fort. Mais vous perdrez 5 milliards de recettes. Oui, mais sauf que la différence, c'est que nous mettons en projection et en perspective de 100 milliards d'économies avec un effort puissant qui est en fait la déclinaison de ce que nous avions mis en place, qui était la révision générale des politiques publiques et la gestion de l'effacement d'un certain nombre de postes de fonctionnaires. J'ajoute que la démographie de la fonction publique d'État et des collectivités territoriales dans la période 2017-2012 sera avantageuse, puisque pour les collectivités territoriales, vous avez beaucoup d'acteurs agents publics qui sont rentrés au moment des lois de décentralisation. Donc là, il y a un effet global. Je rappelle qu'un poste de fonctionnaire, sur un cycle de vie, il rentre à 25 ans, il sort à 62, il a encore 20 ans d'espérance de vie. C'est un poids, un coût budgétaire, il rend beaucoup de services, mais le coût budgétaire est de l'ordre d'1,5 million à 1,8 million. Vous le multipliez par les propositions concernant le cadre des agents publics à hauteur de 500 000, et vous avez le cadre général qui va bien au-delà des 5 milliards que rapportent, avec beaucoup d'efforts et beaucoup d'exigences, les produits des recettes de l'impôt de solidarité sur la fortune. Et je vous pose la question parce que l'une des demandes de l'affaire, c'est de sécuriser la fiscalité de l'épargne, et notamment en introduisant dans la Constitution,
donc vous me direz ce que vous en pensez, puis nous verrons avec Pierre Steinmetz quelle est la faisabilité juridique de ceci, de sécuriser la stabilité de la fiscalité de l'épargne en inscrivant dans la Constitution le principe de non-rétroactivité fiscale. Est-ce que vous y seriez favorable? Alors, je parle sous le contrôle de Pierre Steinmetz, qui est un éminent constitutionnaliste et un représentant fondamental de notre juge suprême. La jurisprudence du Conseil constitutionnel, en logique pure, est assez constante sur la non-rétroactivité des lois, y compris en matière fiscale. L'inventivité des conseillers des gouvernements successifs permet de passer outre et de fixer des calendriers dans les textes législatifs qui, en réalité, remet en cause et bat en brèche le principe de cette jurisprudence constante. Je ne suis pas hostile à inscrire à titre personnel, mais je n'engage pas mon candidat en la matière, ce principe, de même que vous l'avez peut-être vu dans un ouvrage récent que j'ai publié. Je ne suis pas hostile non plus à inscrire le principe de la règle d'or dans notre loi fondamentale pour garantir le zéro déficit public qui fait partie des engagements puissants. Pas hostile ne veut pas dire que vous y êtes favorable. Hein? Ça veut dire que j'y suis favorable. Pas hostile, c'est une méthode des gens de l'Est qui, par un souci d'éducation, pour ne pas être trop brutal, vous donnera l'impression que je vous accompagne sur un chemin dont je partage l'idée. Comme la langue française est précise, je préfère avoir entendu sur cette scène alors, que vous y êtes suis favorable, mais je n'engage pas mon candidat. Monsieur Steinmetz, est-ce que c'est possible? Merci de me donner la parole. Je essayerai de ne pas être trop compliqué. Est-ce que c'est possible? Si le constituant le désire, bien sûr, tout est possible. Il suffit d'avoir un vote dans les deux assemblées et la majorité des 3/5 au Congrès. Comme disait l'autre, c'est simple, il suffit de le faire. Est-ce qu'il voudra le faire? Là, François Baroin est sans doute mieux à même que moi de répondre. Ça, je n'en sais rien, ce qu'il voudra faire. Simplement, je constate, et là, François Baroin ne me contredira pas, que faire un budget, c'est quand même un exercice très difficile. Alors, je crois que ce que je peux faire pour vous, c'est un petit peu l'état des lieux et puis l'évolution telle qu'on peut la discerner dans la jurisprudence. L'état des lieux, c'est simple, c'est que la rétroactivité au sens propre du terme et général, c'est pour la loi pénale. Pour la loi ordinaire, et puis plus précisément pour la loi fiscale, on est sur la balance entre la préservation des intérêts et l'intérêt général. Donc, si l'intérêt général impose une rétroactivité, il faut que cet intérêt général soit suffisant pour aller au-delà des intérêts particuliers qui sont mis en cause. Alors, de façon générale, le Conseil constitutionnel est très compréhensif pour la défense des intérêts particuliers par rapport à l'intérêt général, et donc il a des exigences fortes lorsqu'il s'agit de lois générales. En ce qui concerne les lois fiscales, le Conseil constitutionnel, après le Conseil d'État, a mis en place une notion qui est plus restrictive, ce qu'on appelle la petite rétroactivité. C'est là que sont les principales difficultés. La petite rétroactivité, c'est en gros, pour faire simple, quand en 2016, le législateur peut, au 31 décembre 2016, quand il publie la loi de finances, modifier les règles qui sont applicables en 2016. C'est-à-dire, le législateur peut modifier les règles qui s'appliquent à l'année en cours. Alors évidemment, ça peut poser des problèmes. Et là, c'est là qu'intervient l'évolution, où on voit apparaître une défense des intérêts des particuliers à travers la notion de non pas confiant l'essai légitime, parce que ça c'est trop général, le Conseil constitutionnel l'écarte, à la différence des juridictions européennes, mais sur la notion d'espérance légitime, qui est apparue en 2002, qui a été confirmée en 2013, et qui dit que lorsque les particuliers peuvent légitimement estimer qu'ils seront mangés à telle sauce, eh bien, on ne change pas la sauce au cours du repas. Voilà, c'est là-dessus, si vous voulez, que l'évolution est assez sensible. On a encore eu des confirmations de ces jurisprudences en 2016. Et sur le reste, c'est-à-dire une non-rétroactivité complète de la loi fiscale, là, je renvoie sur ceux qui seront responsables de la faire voter. Merci, Monsieur Steinmetz. Donc, si je résume, c'est possible, ça ne tient qu'à votre volonté. Donc, comme vous avez émis un avis favorable, peut-être que ce sera possible. Peut-être que j'influencerai, c'était ça votre... Oui. Si vous êtes en situation de le faire. Je suis sorti de Bercy en ayant porté
Il y a d'autres anciens ministres qui sont ici dans la salle. J'ai dû porter 7 ou 8 textes sous la pression de la crise, de textes financiers et de collectifs budgétaires. Les propositions de l'administration vont souvent dans le sens de pouvoir récupérer de l'argent, mais c'est une altération en profondeur de la parole donnée. Moi, j'ai encore en mémoire, j'étais jeune observateur à l'époque, les mesures qui ont été prises par un ministre des Finances qui était Dominique Strauss-Kahn sur justement les contrats d'assurance vie, et il avait été le premier à mettre le doigt dans l'engrenage de la remise en cause de l'exonération totale des contrats qui avaient été signés. Et c'est là où la première jurisprudence s'est établie de notre Cour suprême, où on a accepté et toléré que ce qui avait été dit à un instant T et gagé pour l'éternité pouvait être remis en cause. C'est un élément qui est très déstabilisant, qui crée une angoisse supplémentaire. On ne se place pas dans une situation de positionner son argent par hasard. On veut des garanties, surtout lorsqu'il s'agit de l'assurance vie. Et ces garanties, elles doivent être au plus haut degré de juridiction. Et donc, oui, je suis favorable à ce que les constituants réunis en congrès ou sous une autre forme, mais réunis en congrès, puissent s'engager sur la voie de la parole donnée et de la garantie constitutionnelle de la stabilité fiscale. C'est enregistré. Respecter sa parole en politique, c'est important. Nous sommes tous d'accord, François Baroin. Une question pour en terminer, si vous l'acceptez. Une question venue du public. Vous voyez, on a reçu toute une liasse comme ça. Donc, vous voyez, il y a bien des gens qui ont distribué des documents pour que soit posée à François Baroin une question par un auditeur de la salle. Anne Moreau. On a une première question sur les conséquences du prélèvement à la source, dont on entend parler depuis quelque temps déjà, et notamment sur l'éventuelle suppression de l'avantage de défiscalisation des versements pour les gens qui ont aujourd'hui un contrat de retraite TNS ou pour les gens qui ont des contrats de retraite dont ils peuvent défiscaliser les versements. Je me souviens que quand j'étais ministre du budget, que je me promenais dans la rue, on me demandait des conseils de nature fiscale pour savoir où il fallait placer et à quel endroit on pouvait acheter de l'or. Donc je ne vais pas m'engager sur la deuxième partie. En revanche, parce que d'abord, à chacun son métier, les vaches seront bien gardées, et ensuite, parce que c'était pas mon rôle. En revanche, sur la première partie, ça je vous le dis, oui, nous supprimerons le texte de l'actuel gouvernement de la retenue à la source, d'abord parce que son application a été différée au 1er janvier 2018, que deuxièmement, c'est un texte mal ficelé, incompréhensible, et même la DLF, qui est extraordinairement puissante pour trouver des astuces remarquables, n'est pas arrivée à trouver un texte stable. Enfin, vous savez comme moi toutes les polémiques qui ont été engagées sur le cadre général de quelqu'un qui ne veut pas offrir à son employeur la sincérité de la réalité de sa situation, donc le taux neutre, tout ça, il faudra le corriger. Nous le mettrons dans le collectif budgétaire du mois de juillet. Nous supprimerons et nous offrirons des perspectives d'accélération de la mensualisation qui, au fond, atteint le même objectif, mais avec moins de contraintes pour les salariés. Ce n'est pas aux entreprises de faire le travail de l'administration fiscale. Voilà, merci François Baroin. Nous allons poursuivre cette soirée. Donc, après avoir entendu François Baroin, soutien de François Fillon, j'appelle à la tribune Jérôme Guedj, porte-parole du candidat du Parti socialiste Benoît Hamon. Nous vous laissons la parole, Monsieur Guedj. Monsieur le Président, cher Gérard, chers adhérents de l'affaire, d'abord vous dire le plaisir qu'est le mien de représenter à cet instant Benoît Hamon, qui m'a chargé naturellement de vous transmettre son salut, vous remercier en son nom pour cette invitation et pour la participation au débat que l'affaire veille toujours à organiser. Et je le constate d'ailleurs en période électorale, mais pas uniquement en période électorale. Vous savez qu'on est en ce moment beaucoup sollicité, et c'est normal, l'élection présidentielle est le grand rendez-vous démocratique qui matrice la vie politique de notre pays, peut-être d'ailleurs exagérément, et nous sommes sollicités par l'ensemble des acteurs de la société civile, du monde économique, social, culturel. L'affaire a cette particularité, année après année. En octobre dernier, vous aviez déjà organisé ici, enfin pas dans cette salle, mais dans les mêmes conditions, des échanges avec des responsables politiques éminents. Et je trouve que c'est utile que de creuser le sillon pour que les positions de l'affaire puissent irriguer l'ensemble du débat public. C'était d'ailleurs, et c'est l'occasion pour moi,
de dire que je suis heureux de succéder à mon ami Arnaud Montebourg, qui lui aussi, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, m'a chargé de vous transmettre son salut et son souvenir, qui était venu en octobre dernier vous dire à quel point pour lui, je le recite, l'assurance vie conciliée, comment avait-il dit, liberté et civisme dans une forme de patriotisme économique, j'y reviendrai dans un instant. Et puis, pour l'anecdote, vous dire, avant de rentrer dans le vif du sujet, que pour moi c'est très agréable, vous me permettez de réaliser un rêve d'enfant que de monter sur la scène de l'Olympia. Donc rien que pour ça, merci Gérard Beckerman. L'épargne, c'est sérieux, c'est précieux. Et c'est donc important de faire valoir la position des épargnants au moment de ce rendez-vous démocratique. Ça l'est pour les 730 000 adhérents de l'affaire, mais plus largement pour l'ensemble des Français qui consacrent une part de leurs revenus disponibles à l'épargne. Avec cette singularité française, cet atypisme qui est plutôt une bonne nouvelle et le signe d'une capacité personnelle et collective à se projeter dans l'avenir, 16% de taux d'épargne en France, c'est au-dessus des 13% de la moyenne de la zone euro, c'est bien plus qu'aux USA et 10 points de plus qu'en Angleterre. Et l'assurance vie, dans cette collecte de l'épargne, joue un rôle éminent, déterminant. Gérard Beckerman a rappelé les chiffres. C'est donc une richesse collective, un bien collectif pour le pays, mais dans le même temps, et il ne faut jamais le perdre de vue, c'est essentiel, je disais, sérieux et précieux pour l'ensemble des épargnants. Parce que cette épargne, à son origine, c'est le fruit de votre travail, de vos efforts, de votre volonté de préparer l'avenir, le vôtre, celui de vos proches. Et il ne faut jamais perdre de vue quand, souvent, dans une approche très macroéconomique, exagérément budgétaire, sous la pression de cette belle entité, mais parfois un petit peu vorace, que nous connaissons bien, qui est Bercy, que de perdre de vue que derrière ces chiffres globaux de l'épargne, il y a des hommes et des femmes qui ont, tout au long de leur vie, consacré l'ensemble de ces efforts. Et c'est pour ça que quand on parle d'épargne, plutôt que de manier les grands concepts, il faut revenir à du bon sens, qui est celui de la relation particulière qui est celle d'un épargnant qui souscrit un contrat et qui repose sur 3 piliers absolument essentiels. D'abord, un principe de confiance, un principe de respect et aussi un principe de dignité, parce que derrière cette épargne, il y a un travail et celui-ci est un élément de cette dignité. Alors, la préoccupation première que vous avez beaucoup exprimée, qui est d'ailleurs au cœur de la lettre ouverte que l'affaire a adressée à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle, c'est au nom de ces 3 principes, en tous les cas c'est comme ça que nous l'avons entendu, et notamment de celui de ceux de confiance et de respect, de pouvoir assurer la stabilité, le terme a déjà été utilisé, du cadre juridique et fiscal de l'assurance vie. Alors je vais le dire, et certains d'entre vous me connaissent, je n'ai pas peur de la dispute au sens talmudique du terme, c'est-à-dire la capacité à échanger. Nous sommes en campagne électorale, je succède à François Baroin et Jean Arthuis parlera tout à l'heure. C'est bien, ça permet d'avoir un homme de gauche qui parle à cette tribune, qui n'a pas été ministre de l'économie, mais qui assume les confrontations. Et moi, je souhaite que dans cette campagne électorale, vous soyez éclairés sur les positions des uns et des autres, celles d'aujourd'hui et celles d'hier, parce que j'entendais François Baroin à l'instant, dans ces matières comme dans toutes, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et quand on veut parler de stabilité et d'exemplarité en matière de stabilité, il faut juger sur pièce. Le quinquennat qui vient de s'écouler, et vous savez par ailleurs que je puis avoir quelques observations, parfois quelques critiques, toujours constructives à l'endroit du déroulement de ce quinquennat, mais l'honnêteté intellectuelle et la lucidité oblige de constater que ce quinquennat a été celui de la stabilité du cadre juridique et fiscal de l'assurance vie, qui n'a pas été touché dans le cadre de ce quinquennat. Je vais faire une simple comparaison sur le cadre juridique et fiscal. Le durcissement des prélèvements, et notamment des prélèvements sociaux, sur l'assurance vie est intervenu entre 2007 et 2012, et que la situation pour laquelle vous demandez le statu quo et le maintien n'a pas été touché, savoir les 7,5% et les 15,5%, c'est-à-dire les 23%, n'ont pas été touchés dans ce quinquennat. Pardon de le rappeler, et vous êtes honnête intellectuellement, que ce n'a pas été le cas entre 2007 et 2012. Voilà, et je vais même ajouter qu'en termes de preuve d'amour, c'est durant ce quinquennat,
et d'ailleurs Benoît Hamon faisait partie de l'équipe qui était à Bercy, que vous avez, parce que c'était aussi un des points sur lesquels vous interpelliez régulièrement les pouvoirs publics, réussi à améliorer ce cadre juridique et fiscal. Je pense évidemment à l'abrogation des doctrines Proriol-Baquet, qui ont permis, à travers l'abrogation de ces doctrines, qu'en cas de décès, le conjoint n'a plus à rapporter à la succession l'assurance vie. Voilà, en tous les cas, quand une évolution du cadre juridique et fiscal, on parlait du cadre fiscal, il a été stable, et que le cadre juridique a pu connaître cette évolution. L'exigence de stabilité, c'est le respect de la parole donnée. Ça veut donc dire ne pas changer les règles par surprise. L'assurance vie est un des placements préférés des Français. Il ne s'agit donc pas de l'attaquer. Et puisque Gérard Beckerman demande avec solennité la position du candidat que je représente ici sur ce cadre-là, je vous confirme que le cadre actuel ne sera pas remis en question, je le redis, contrairement à ce qui avait été fait précédemment. Comme vous, Gérard Beckerman, parce que je voulais que vous puissiez en toute objectivité faire votre comparaison, j'avais compris que François Fillon avait envisagé de faire passer ce taux de prélèvement forfaitaire de 23 à 30%. J'avais noté aussi, mais il n'est plus en lice, que Nicolas Sarkozy lui-même, d'ailleurs à cette tribune, avec la franchise qui le caractérise, avait indiqué qu'il souhaitait mettre fin au statut dérogatoire de l'assurance vie, qu'il avait même préconisé le passage de 23 à 26%, je ne crois pas me tromper, en indiquant qu'il avait fait cette proposition. Donc, dont acte sur la stabilité qui est annoncée par François Baroin. En sens inverse, et pour alimenter le débat qui ne manquera pas d'intervenir, je veux vous faire preuve de notre étonnement et en tous les cas vous dire que nous n'avons pas l'intention de relever le taux de prélèvement forfaitaire de 23 à 30%, comme c'est envisagé par l'autre candidat qui s'exprimera tout à l'heure à travers la bouche de son représentant, puisque Emmanuel Macron a proposé, si j'ose dire, ce Big Bang de la fiscalité de l'assurance vie. Et je veux donner la raison pour laquelle, peut-être à front renversé, cette mesure n'est pas dans les propositions que nous faisons. Parce que nous avons fait le constat que cette mesure, en réalité, ne pénaliserait pas les gros placements, qui, eux, procèdent peu souvent à des retraits. Alors qu'en revanche, le gros des détenteurs de contrats d'assurance vie, les épargnants modestes, ont besoin de leur assurance vie pour répondre à des aléas de la vie, à l'éducation des enfants, à la santé, à la retraite, à des enjeux de pouvoir d'achat, et que ce seraient eux qui seraient lourdement pénalisés par cette situation. J'ai en tête un chiffre, 1% des contribuables les plus aisés détiennent un quart du portefeuille de l'assurance vie, et un chiffre récemment publié nous indique que 15 000 foyers représentent 32% des sommes collectées, avec donc des montants d'épargne en moyenne supérieurs à 10 millions d'euros. Ce sont eux qui seront, préservés d'une certaine manière par la mesure qui est proposée, alors qu'en sens inverse, les épargnants modestes qui ont les besoins que je viens de mentionner de recourir à leur assurance vie seraient, eux, lourdement pénalisés. C'est la raison pour laquelle, parce que nous considérons que l'épargne, et j'y reviendrai dans un instant, peut aussi, par moment, dans ces situations-là, être injecté dans le circuit économique en termes de consommation, en termes de soutien à l'activité, en termes de soutien à l'emploi et donc en termes de soutien au carnet de commandes, qu'il ne faut pas pénaliser ces retraits comme cette proposition serait amenée à le faire. Tout à l'heure, et pour prolonger toujours dans la volonté de pouvoir débattre, tout à l'heure Jean-Michel Apathy s'interrogeait sur la proposition de suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Parce que c'est vrai que c'est vrai en matière de sciences naturelles ou de physique, chimie, mais c'est vrai aussi en matière budgétaire. La nature a horreur du vide. Et quand un impôt est supprimé, forcément se pose la question de connaître les conditions de son remplacement.
comme Emmanuel Macron propose lui aussi très largement un assèchement, un allègement de l'impôt de solidarité sur la fortune, et j'entendais hier l'analyse détaillée de ce que cela signifierait, puisque le fait de sortir les patrimoines financiers les plus importants de l'assiette de l'ISF, comme le propose Emmanuel Macron, c'est concrètement une perte de recettes de 2 milliards d'euros pour le budget de l'État, ciblée, tenez-vous bien, sur moins de 4000 contribuables les plus aisés en France. Vous voyez bien que d'un côté, on assèche de 2 milliards l'ISF sur les ménages les très fortunés, et on fait augmenter de 23 à 30% la contribution forfaitaire sur l'assurance vie pour l'ensemble des épargnants, y compris les épargnants les plus modestes. C'est une sorte de redistribution à l'envers qui ne correspond pas à la philosophie de ce que nous souhaitons proposer. Je voudrais terminer en évoquant, dès l'instant où on propose ce cadre de stabilité, bien évidemment, ce n'est pas un statu quo, la stabilité. Ce n'est pas du conservatisme. Ce qui fait la force, et notamment du travail que vous faites au sein de l'affaire, c'est aussi d'avoir une vision de l'assurance vie qui respire. Parce que je parlais tout à l'heure de patriotisme économique, et Gérard Beckerman rappelait à quel point l'assurance vie participe au financement de l'économie, direct auprès des entreprises, au financement de la dette des États. Nous souhaitons que l'épargne, et notamment l'assurance vie, soit mise au service de l'économie réelle, du soutien à l'activité, du soutien à l'investissement, et plus spécifiquement à destination des PME. Vous connaissez les prises de position, notamment d'Arnaud Montebourg, que Benoît Hamon a repris à son compte. Nous souhaitons inciter le financement des PME. On ne peut pas fixer de seuil. On peut, par les outils, s'astreindre à un objectif de 10 à 20% des montants de chaque contrat soient investis dans les PME. Et je veux saluer l'exemplarité de l'affaire qui, par volontarisme et par, là aussi, patriotisme économique, a investi 1 milliard d'euros sur ces fonds dans les PME Made in France pour justement permettre le soutien à l'activité. C'est pour nous déterminant, et ce que je vous dis sur l'épargne est cohérent avec l'ensemble des propositions sur le terrain économique et social qui sont celles de Benoît Hamon et sur lesquelles je pourrais revenir dans un instant, mais qui se résument d'un maître mot. Pour que la situation économique du pays s'améliore, nous avons besoin de marcher sur les deux jambes. Nous avons besoin de s'appuyer sur nos entreprises, d'où l'importance de pouvoir les financer de manière satisfaisante, à un moment où la frilosité parfois du système bancaire leur met des bâtons dans les roues pour accéder justement à ce financement. Mais nous avons aussi besoin de nous appuyer, et donc soutien aux entreprises, soutien à leur compétitivité, et notamment aux PME, mais un soutien intelligent, un soutien ciblé pour celles qui sont réellement soumises à la concurrence internationale, soutien adossé à des contreparties vérifiables en termes d'investissement ou en termes d'emploi. Mais je vous disais, marcher sur les deux jambes, c'est aussi soutenir le pouvoir d'achat et la commande et la demande dans le pays. J'entendais tout à l'heure François Baroin qui regrettait les baisses des dotations aux collectivités locales à juste titre. Il est président de l'Assemblée de l'Association des maires de France. J'ai été président d'un département. Nous savons à quel point l'investissement des collectivités locales est déterminant pour les infrastructures, les équipements publics, l'amélioration des transports, l'amélioration du système éducatif, mais aussi à quel point cet investissement est déterminant pour les entreprises, et notamment pour notre tissu de PME, mais aussi de grands groupes intervenant dans le champ du bâtiment et des travaux publics. Or, pour le faire, il faut renoncer à baisser les dotations aux collectivités locales. Et je souligne, c'est pour ça que j'évoquais François Baroin, la forme de paradoxe, d'un côté à promettre une cure de choc pour le pays avec une baisse de 100 milliards de la dépense publique qui ne manquera pas d'impacter les dotations aux collectivités locales et donc de se traduire par un assèchement de leur investissement. C'est donc une fragilisation sur l'emploi. Et à côté de l'investissement, il y a le soutien au pouvoir d'achat. Nous l'assumons. Benoît Hamon se présente comme le candidat du pouvoir d'achat, de la feuille de paye, de la feuille de salaire, à travers des propositions. Vous savez, je savais en venant ici, et je vous disais que j'aime la dispute, qu'il faudrait que je puisse avoir quelques minutes de votre attention pour bien vous faire entendre le sens des mesures que d'ailleurs Benoît Hamon a représentées ce matin. Avec le fameux revenu universel dont vous avez entendu parler, je veux vous dire, vous savez, vous avez des enfants
et des petits-enfants, où vous-même, vous êtes salarié, vous êtes actif, vous êtes agriculteur, vous êtes indépendant. À partir de l'année prochaine, tous les Français qui gagneront moins de 2 800 € bruts, c'est-à-dire 2 200 € nets, verront sur leur feuille de paye l'apparition du revenu universel à travers une augmentation de leur pouvoir d'achat. Vous savez, tous les candidats vous promettent une revalorisation du pouvoir d'achat. Nous estimons dans un pays où les inégalités se sont creusées, où les difficultés pour ceux qui travaillent, les smicards à temps partiel, les agriculteurs qui ne vivent pas de leur... vous savez, je suis venu à l'affaire pour sa capacité d'écoute et de dialogue à l'invitation de mon ami Gérard Beckerman. Et donc je suis convaincu que vous saurez honorer cette promesse. Libre à vous de manifester votre désapprobation. C'est le jeu même et la noblesse du débat démocratique. Mais la noblesse du débat démocratique consiste à ni caricaturer, ni invectiver celui qui vient se présenter devant vous avant même d'avoir entendu ses propositions. Et je veux juste terminer donc sur le revenu universel. C'est une mesure de pouvoir d'achat. Vous acheminez vers la conclusion, c'est ça? C'est ma conclusion. D'accord, très bien. Comme vous dites, c'est une mesure dont vous tous pourrez bénéficier et qui, je le dis, parce que j'entends l'inquiétude qui peut poindre, qui ne sera financée par aucune augmentation de la fiscalité sur les ménages ni sur l'épargne. Bah, écoutez, vous le verrez. Et vous savez, le choix qui est fait est de redéployer une partie des soutiens qui ont été faits aux entreprises, 40 milliards d'euros, dont une partie, nous l'estimons, est allée à des entreprises qui n'en avaient pas besoin, dans le cadre du pacte de responsabilité et du CICE, parce que je peux vous assurer que les grandes banques, la grande distribution n'a pas besoin de ce CICE, et nous préférons redéployer en termes de soutien au pouvoir d'achat. Ce pays a besoin que celles et ceux qui vivent de leur travail voient leur rémunération augmenter, parce que ce sont eux qui contribuent à la richesse de ce pays, et ce sont eux aussi qui dégagent la capacité d'épargne à laquelle vous êtes attachés. Donc vous voyez, ceci est un cercle vertueux que nous vous proposons et dans lequel chacun et chacune doit pouvoir se reconnaître. Je vous remercie. Merci. Ah, j'aime bien. Bon, merci en tout cas. Voilà, la salle est attentive, elle est réactive. Oui. Nous sommes en campagne électorale, c'est normal. C'était bien joué parce que c'était un peu en dehors du pacte d'avoir expliqué la philosophie du revenu universel. Mais bon, c'est très bien. Vous êtes en campagne, c'est très bien. Vous avez sifflé ou hué un petit peu Jérôme Guedj quand il a dit que la fiscalité de l'épargne n'avait pas bougé pendant le quinquennat de François Hollande. Et alors, je me suis dit, nous sommes dit qu'il fallait une parole arbitrale. Qui a raison, Jérôme Guedj ou vous qui avez sifflé? Gérard Beckerman. J'ai parlé de la fiscalité de l'assurance vie. De l'assurance vie? Oui. Vous avez raison de préciser. J'ai trouvé, monsieur le député, cher Jérôme, que le début de votre exposé était sensé, neutre, équilibré, et que, à votre place, moi, je me serais arrêté 3 minutes avant la fin. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Mais non, parce que, effectivement, nous sommes à l'affaire. Il y a des socialistes à l'affaire, oui. Il y a des gens de tous les partis, nous on ne fait pas de politique. Donc je ne trouve pas extravagant que vous exprimiez sur un grand enjeu à moins de 2 mois de la présidentielle. Tout ça, ça me va. Maintenant, je vais répondre à la question posée. Je vous le dis, lorsque les amis de Jérôme Guedj était encore à Bercy, le statut juridique et fiscal de l'assurance vie a été, par rapport au début du quinquennat, totalement préservé. Et je parle vraiment comme un responsable d'une grande association qui aime la neutralité et l'objectivité. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont quitté le gouvernement, alors que le quinquennat se poursuivait? Il y a eu une loi, mais ce n'est pas Jérôme l'auteur de la loi, ce n'est pas Montebourg, ce n'est pas Benoît Hamon, candidat à la présidentielle, c'est un autre ministre, puisqu'on appelle la loi Sapin II. Mais
il n'a pas dit le contraire. Il n'a pas dit le contraire. Donc je crois qu'en toute objectivité, et il a eu raison de rappeler que c'est sous ce quinquennat que nous, à l'affaire, nous avons obtenu satisfaction grâce au président de la République. Je vous l'ai dit, je vous raconterai un jour dans notre lettre, lorsque nous serons entre nous, comment j'ai pu, pour vous, pour nous tous, obtenir l'abrogation de la doctrine Proriol-Baquet. Et moi, je m'en félicite. Et quand j'entends Jérôme Gage dire aujourd'hui que le candidat Benoît Hamon est d'accord pour ne pas toucher au statut juridique et fiscal de l'assurance vie, pour renoncer au relèvement à 30% du taux de prélèvement sur les produits d'assurance vie, en tant que président de l'affaire, ça me va. Je vous le dis, ça me va. Et je le remercie. Alors, les questions maintenant de tous les jeunes, les adhérents qui nous suivent sur Internet et dans la salle. Non, merci à Gérard Beckerman d'avoir fait les sous-titres. Si mes propos n'étaient pas suffisamment explicites, je prends le reproche d'avoir débordé du cadre de l'assurance vie, mais j'avais compris en entendant François Baroin qu'on pouvait, et je trouve que c'est utile ici, puisque François Baroin expliquait qu'il allait baisser le nombre de fonctionnaires, augmenter la TVA. Ah non, ça, il ne vous a pas dit qu'il voulait augmenter la TVA. Il va quand même dire les choses. Ou faire passer la retraite à 65 ans. Donc, puisqu'il avait déroulé une partie du programme de François Fillon, je me suis senti autorisé, parce que je connais la curiosité, aussi à expliquer quelques-unes des propositions emblématiques de Benoît Hamon, et notamment celles dont j'ai parlé, pour éviter les malentendus et les raccourcis, et vous indiquer, regardez attentivement, toutes celles et ceux qui gagnent moins de 2 200 € auront une augmentation de pouvoir d'achat, il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité pour le financer. Alors, donc si vous ne voulez pas que les salaires augmentent dans le pays, de la salle. Eh bien, c'est dommage. Une question. On va changer de sujet. Oui, une question. Avant de passer aux questions de la salle, l'affaire pose la question suivante. Je ne sais pas si vous avez la réponse au nom du candidat Benoît Hamon. Êtes-vous d'accord pour supprimer le prélèvement de 7,5% après 8 ans, lorsque l'assurance vie rémunère le risque et encourage l'économie productive de richesse et d'emploi? Est-ce que vous êtes d'accord? Écoutez, on descend dans un niveau de précision. Oui, mais là, le public comprend. Hein. Oui, non, je sais bien. Moi aussi, je comprends parfaitement. On est d'accord. Vous admettrez, l'engagement qui est pris est celui d'une stabilité. Celui-ci est une demande qui peut avoir sa légitimité, qui est celle d'un allègement dans certaines situations, celle du réinvestissement et après les 8 ans. Pour l'instant, le cadre dans lequel nous nous posons est celui de la stabilité. Et je peux vous assurer, au regard des propositions alternatives, que mieux vaut prendre la stabilité que le saut dans l'inconnu, et en tous les cas la taxation accrue des contrats d'assurance vie. Mais monsieur le député, vous savez qu'à l'affaire, on est pour la stabilité quand ça risque de monter, mais on applaudit des deux mains pour l'instabilité quand ça baisse. Ah oui, c'est risqué alors. C'est risqué, cher Gérard. C'était une précision utile. Il y a une bonne stabilité et une bonne instabilité. Une question de la salle, Anne Moreau. Une question de la salle qui va reprendre ce qu'on a pu entendre en réaction. La loi Sapin 2 a mis en place une mesure sur la possibilité de retrait, ou en tout cas la possibilité de suspendre pour un certain comité les possibilités de retrait sur les contrats d'assurance vie. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle sera la position de Benoît Hamon là-dessus? Benoît Hamon ne s'est pas engagé sur l'ensemble des dispositions relatives à la loi Sapin. Il y aura de toute façon, et il faut que vous compreniez aussi un changement de pratique et de méthode sur la manière d'exercer le pouvoir. Le président de la République doit présider. Et la majorité parlementaire, et j'en ai fait partie, et je sais à quel point la pression de l'exécutif peut être grande, doit avoir une marge de manœuvre, une latitude, une autonomie. On ne peut pas fonctionner avec cette pyramide institutionnelle, cette quasi-monarchie républicaine qui laisserait à penser que le président seul, dans son bureau de l'Élysée, peut, que ce soit au moment de la campagne présidentielle ou après, embrasser l'ensemble des sujets. Donc, cette question, comme d'autres, c'est un sujet de budget, et le budget, c'est l'acte fondateur des parlements, c'est la raison même d'être de la démocratie que de voter le budget, et c'est donc des sujets sur lesquels chacune des formations politiques
aura à faire ces propositions sans qu'il y ait l'obligation, le doigt sur la couture du pantalon, d'écouter ce que dit le président de la République, parce que vous allez voter le 23 avril et le 7 mai, mais vous allez aussi voter le 11 juin et le 18 juin pour une majorité parlementaire. Et vu l'ambiance électorale, je me dis que le vote de la majorité parlementaire est tout aussi important, si ce n'est plus important. Merci beaucoup, Jérôme Guedj, d'avoir participé à ces assises de l'affaire pour le compte de Benoît Hamon. Et maintenant, j'appelle Jean Arthuis qui va nous rejoindre à la tribune. Jean Arthuis, ancien ministre de l'économie et des finances et aujourd'hui membre du mouvement En Marche. Voilà, il faut escalader les marches pour accéder à cette belle tribune. Donc, membre du mouvement En Marche, qui soutient la candidature d'Emmanuel Macron. Et donc, nous vous écoutons, Monsieur Arthuis. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, laissez-moi vous dire que je suis très impressionné de venir cet après-midi à votre rencontre. Je suis ici m'exprimant au nom d'Emmanuel Macron, qui aurait bien aimé vous présenter lui-même sa vision et ses propositions en matière de fiscalité de l'épargne et de l'assurance vie. Il n'a pu venir à votre invitation car en ce moment même, il rencontre la chancelière Angela Merkel et permettez-moi de vous dire que dans cette discussion qu'il a certainement en ce moment, il est question de l'Europe, il est question de la zone euro et certainement de la pérennité de l'euro. Et s'agissant de l'intérêt des épargnants, je crois que nous devons les uns et les autres tout mettre en œuvre pour consolider la zone euro et faire en sorte que la confiance soit totale dans notre monnaie unique. Si par malheur nous abandonnions l'euro, tout laisse à penser que les épargnants subiraient de substantielles moins-values, nous verrions les taux d'intérêt grimper subitement, un grand désordre économique. Emmanuel Macron souhaite que nous retrouvions la confiance ainsi que notre esprit de conquête et pour cela, il nous faut tout mettre en œuvre pour que notre économie reparte à plein régime pour faire de la croissance et de l'emploi. C'est ainsi que nous lutterons efficacement contre ce mal absolu qu'est le chômage de masse. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut répondre au moins à 3 conditions. La première, c'est la confiance dans l'économie. Notre économie est devenue largement européenne et donc nous devons susciter au sein de l'Union européenne une gouvernance qui assure la convergence de nos législations fiscales, sociales, environnementales, de nos législations sur le travail, de telle sorte que les déséquilibres actuels cessent. Pas question de nous laisser aller, et c'est la deuxième condition, au déficit public. Je devrais vous remercier tous, les uns et les autres, épargnants, vous assurez le financement de notre économie et de notre dette publique. Et la dette publique, nous la souscrivons à chaque fois que nous subissons un déficit dans nos finances publiques. L'engagement d'Emmanuel Macron est de rester en deçà des 3%, la limite posée par le pacte de stabilité et de croissance. Mais, chers amis, s'il n'y avait pas cette limite, pensez-vous qu'on pourrait aller au-delà? Nous serions tenus, à mon avis, d'aller bien vite vers l'équilibre des finances publiques. Donc, si on réduit le déficit public, ce n'est pas seulement pour satisfaire à nos obligations européennes, c'est surtout pour cesser d'accumuler une dette, triste héritage, que nous transférons à nos enfants. Donc, une gestion rigoureuse qui doit veiller à réduire l'endettement public pendant ce quinquennat et à ramener les finances publiques pratiquement à l'équilibre. Enfin, troisième condition, nous avons besoin d'une économie plus compétitive, une économie dynamique au sein de laquelle on investit certes pour des équipements publics, mais plus encore pour l'économie productive. Et pour améliorer cette compétitivité, pour susciter l'intérêt des épargnants et des investisseurs,
Emmanuel Macron propose de réduire le taux d'impôt sur les bénéfices des sociétés de 33,1% à 25% dans les meilleurs délais. Il propose également la réduction des charges sociales qui pèsent sur le travail. Il propose d'alléger cette fiscalité qui pèse sur la production et qui suscite trop souvent des délocalisations d'activités. Nous avons à ouvrir des perspectives de rentabilité. C'est à cette condition que les entreprises investissent. On peut imaginer tous les plans européens d'investissement stratégique. Vous savez qu'on en a mis un en œuvre il y a maintenant 2 ans. Mais pour qu'on investisse, il faut 2 conditions. Une confiance absolue dans la monnaie. Notre monnaie, c'est l'euro. Et la deuxième condition, c'est que ceux qui investissent aient une perspective de rentabilité lorsqu'ils font cet effort de mobiliser leurs moyens. Il faut ensuite un système financier et des produits qui puissent canaliser l'épargne vers l'économie productive, et c'est bien l'objet de l'assurance vie. Il faut enfin une fiscalité qui encourage la prise de risque, une fiscalité plus incitative pour tous les produits, suppression de l'ISF qui était contre-productif, suppression pour l'épargne financière et donc pour l'assurance vie. Je le dis très clairement, suppression de l'ISF sur l'épargne financière et l'assurance vie qui n'entreront plus dans l'assiette d'ISF. Fin de la taxation à l'impôt sur le revenu des produits de l'épargne qui a mené à des taux décourageants tous les investissements en titres. Maintien de la faculté d'opter pour le barème de l'impôt sur le revenu pour ceux qui paient peu ou pas d'impôts. Il est question, j'y viens, d'un dispositif plus clair, lisible et transparent, un taux unique de 30% pour les revenus du capital, qu'il s'agisse des intérêts, qu'il s'agisse des dividendes, qu'il s'agisse des plus-values. 30%, c'est à la fois l'impôt sur le revenu et le prélèvement social CRDS-CSG. 30%, mais si certains contribuables ont intérêt, parce que leur taux marginal est inférieur, à opter pour l'impôt sur le revenu, ils pourront le faire, c'est l'option qu'ils pourront exercer. Le taux unique permet de se rapprocher des bonnes pratiques de nos partenaires européens, où l'épargne s'investit mieux que chez nous dans l'économie. Il rapprochera la fiscalité du capital de la moyenne européenne, et je me permets d'insister sur ce point. Toutes les réformes fiscales que la France pourra envisager devront s'intégrer dans une mise en cohérence, dans une mise en convergence au plan européen. Le taux unique permet de se rapprocher des bonnes pratiques, je l'ai dit. Il permet de mieux choisir en fonction de son profil, de son horizon et des mérites des différentes formules et de produits. Il permet aussi d'encourager l'actionnariat direct dans les entreprises, des PME ou des entreprises plus importantes. Alors j'en viens à la question, comment cela va-t-il s'appliquer à l'assurance vie ? Jérôme Guedj et François Baroin ont apporté, semble-t-il, des esquisses de réponses qu'aurait exprimées Emmanuel Macron. Je voudrais dire très clairement quel est l'arbitrage d'Emmanuel Macron. Nous souhaitons maintenir les principes qui ont fait le succès de l'assurance vie. Les avantages successoraux, dont les exonérations de droits des successions, jusqu'à 152 500 €, les régimes fiscaux en fonction des durées de détention et des abattements prévus, au-delà de 8 ans, toutes ces dispositions seront intégralement maintenues. La seule question que nous étudions, compte tenu de la volonté d'avoir une fiscalité qui soit simple, qui soit claire, qui soit pérenne, c'est de savoir si, à partir d'un certain montant d'investissement, non pas pour les contrats existants, mais pour les souscriptions qui viendront, de voir si on ne pourrait pas imaginer un plafond à partir duquel les versements seraient soumis aux dispositions du prélèvement forfaitaire unique de 30%.
l'arbitrage n'est pas prononcé. C'est une étude que nous menons et je ne doute pas que dans les prochaines semaines, nous aurons à cet égard une position parfaitement claire. Autrement dit, si un tel seuil ou plafond était institué, cela veut dire que les contrats actuels, en tout état de cause, ne sont remis en cause en aucune façon, mais c'est à partir des versements qui seraient faits au-delà de ce plafond. On a évoqué 150 000 euros. Pourquoi 150 000 euros? Parce que c'est le statut du PEA. Si donc on instituait un tel dispositif, les sommes qui viendraient au-delà de 150 000 euros seraient soumises, lors des rachats, au prélèvement de 30%. Je précise que, mais aucun arbitrage n'a été pris, que cela soit bien clair. Ce que nous souhaitons, c'est une fiscalité qui soit claire, une fiscalité qui soit lisible, une fiscalité qui soit transparente et aussi neutre que possible. Les avantages de l'assurance vie sont donc maintenant intégralement maintenus. Par ailleurs, il est important que l'assurance française ne soit pas pénalisée par les règlements européens, notamment Solvency II, Solvabilité 2. Et nous nous attacherons à ce combat qui a été un peu négligé ces dernières années et qui est un enjeu bien plus important pour que notamment les fonds qui s'investissent plus dans l'économie ne soient pas freinés par des dispositions prudentielles résultant de Solvabilité 2. Ce combat-là est à mener au plan européen. Croyez bien que l'engagement d'Emmanuel Macron est total en cette matière. Ayant dit cela, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, votre intervention n'a pas suscité les réactions passionnées que la précédente avait suscitées, mais je suis sûr que la qualité d'écoute était importante. Et en tout cas, Gérard Beckerman vous a écouté et il aimerait bien quelques précisions sur quelques points. Pour le coup, j'ai au moins 10 questions. Oui, hein. Mais ce que j'aimerais, c'est que nous écoutions, puisque le candidat Emmanuel Macron, qui se serait fait une joie, et je le sais, de venir est en Allemagne pour rencontrer la chancelière, il a tenu néanmoins à ce que nous passions un film. Alors je vais demander à la régie de nous passer le film d'Emmanuel Macron concernant l'assurance vie. Il dure 1 minute 30. Est-ce possible? Tout est possible. Il suffit de le demander et je pense que ça sera fait dans quelques secondes. En France, qui est en assurance vie ou dans des produits de ce type, que 75%, 70% de notre économie est financée par les banques et les assurances. La régulation qui s'est faite après la crise a totalement resserré à la fois le crédit et l'offre de fonds propres de ces intermédiaires pour nos entreprises. Et donc c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle les règles de Bâle 3 ou de Solvabilité 2. Et on a laissé des instances très techniques s'occuper de ça. Nous devons reprendre la main là-dessus. Et ça, c'est un vrai débat européen. Moi, je veux que ce soit un débat annuel à la table du Conseil européen, et en particulier la table du Conseil des ministres de l'économie et des finances, pour débattre chaque année de la bonne allocation de l'épargne financière de nos concitoyens, et de dire, moi je veux, parce que j'en ai besoin pour mon redémarrage, qu'on favorise l'allocation de cette épargne financière, par exemple dans les assurances, eh bien, vers mes start-up, vers mes entreprises, vers ma croissance économique. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Bien. Alors, Monsieur le Ministre, j'aimerais que nous sommes entre nous, si vous permettez, une question que je vous pose directement et sur laquelle vos 2 prédécesseurs ont pris un engagement. Supposons que Emmanuel Macron soit à l'Élysée, supposons que vous soyez à Bercy, est-ce que vous accepteriez de renoncer à ce qui figure explicitement, je l'ai lu, son programme, 3 fois, est-ce que vous accepteriez de renoncer à ce relèvement de 23 à 30% du taux de prélèvement forfaitaire? Je suis très sensible à votre proposition que vous avez faite tout à l'heure, mais je n'ai pas ressenti, et je sais que vous êtes un homme de très grande transparence et clarté, une position claire sur ce point précis.
oui ou non, êtes-vous d'accord pour ne pas toucher aux 23%? La fiscalité de l'assurance vie, je vous l'ai dit, sera maintenue en l'état. Donc il n'y a pas de modification. Le dispositif qui est à l'étude et qui aurait pour objet de créer en quelque sorte une compétition entre les différents véhicules de collecte de l'épargne et d'investissement serait qu'à partir d'un certain montant, non pas sur les contrats en cours, mais pour les sommes qui seraient souscrites sur des contrats nouveaux ou qui viendraient en complément des contrats actuels, à ce moment-là... Non, 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 vous avez tort, attendez, non, non. Non, non, mais... Donc, à partir d'un seuil qui reste à déterminer, j'ai évoqué le chiffre de 150 000 €. Pourquoi? Parce qu'il existe sur les PEA. Donc, l'objectif, Emmanuel Macron l'a rappelé, c'est d'abord de réduire les déficits publics de telle sorte que l'épargne s'investisse ailleurs que dans le financement des déficits. Que l'épargne serve à financer notre avenir, c'est-à-dire les investissements productifs dans l'économie productive. Dites-moi, Monsieur le Ministre, si je me trompe, car je pense avoir mieux compris. Non, vous avez tort de réagir comme cela. D'abord, le ministre nous fait l'honneur de venir. Il faut respecter les points de vue de tous. Alors, mais la question se précise. Le ministre vient de nous dire, et c'est un peu nouveau par rapport à ce que j'ai lu dans le programme de Emmanuel Macron, et j'en prends bonne note, et nous nous en félicitons. Si je comprends bien, mais il nous faut votre confirmation, on ne touche pas aux contrats existants, c'est-à-dire aux 1650 milliards de provisions mathématiques de l'assurance vie aujourd'hui. Et si demain matin, il me tombe du ciel 1 million d'euros, c'est-à-dire au-delà des 150 000 € que vous venez de préciser, et que je mets tout cet argent en assurance vie, là je serai, ah yes, concerné par la nouvelle disposition. Par les 30%. Par les 30%. Les Autrement 30%, dit, c'est très clair. C'est très clair. Les 30%. On ne touche pas sur ce que nous avons aujourd'hui, mais c'est sur ce que nous aurions demain, on appliquerait le taux de 30 au lieu de 23. La somme étant à fixer, la somme c'est par personne, c'est-à-dire que pour un couple c'est le double. Ceci est l'objet d'un débat entre nous, d'une discussion. C'est un principe que nous avons validé, mais le montant n'est pas fixé. Vous discutez du seuil, mais vous avez décidé de remonter la fiscalité pour l'assurance vie pour ceux qui la souscriraient demain. Sur cet aspect particulier, mais encore une fois, sur l'existant, il n'y a aucune modification. Alors, donc il y a de la stabilité, mais il y a de l'augmentation. C'est encore autre chose. C'est ça. Mais juste un point. Ah, c'est gentil ce qui applaudissent. Juste un point, si vous le permettez. Il s'agit de drainer l'épargne pour l'orienter vers l'économie productive, l'orienter également vers des investissements publics, car dans les émissions de titres publics, il y a deux finalités. Il y a les emprunts qui financent les investissements, oserais-je dire que ce sont de bonnes dépenses publiques, et puis il y a des emprunts qui financent le déficit public courant, c'est-à-dire une partie des salaires de la fonction publique et des charges récurrentes. Donc ce que nous souhaitons, c'est que les différents canaux, parce qu'il y a le PEA, il y a différentes formes d'investissement, des souscriptions directes d'actions. Si nous allégeons la fiscalité qui pèse sur les entreprises, d'abord allègement, disparition des cotisations d'ISF et sur l'épargne financière et sur l'assurance vie. Ceci est bien clair. Et quel que soit le montant souscrit jusqu'à maintenant et demain, il n'y a pas d'équivoque là-dessus. C'est un engagement ferme. Moi, je souhaiterais que l'ISF disparaisse complètement, mais on ne peut pas à la fois... On ne peut pas à la fois... Il souhaiterait, hein, il a pas dit on ne peut que pas à la fois avoir l'objectif de tenir le déficit public, qui est un impératif absolu, faute de quoi nous risquons de nous isoler sur le plan européen, et toute interrogation à ce sujet est de nature à taquiner la confiance, et notamment la confiance des investisseurs étrangers. Donc, on ne fait pas de miracle. Quand on parle de budget public, c'est une des tâches les plus ingrates que d'être en charge du budget. Parce que dans la politique,
le budget, c'est le reflet de la réalité, pour autant que les comptes soient sincères. Et en politique, malheureusement, la réalité est souvent dans l'opposition. Alors, je vais demander à la régie de nous dresser le tableau qui résume en une page les revendications de l'affaire. Est-ce qu'on peut avoir ce tableau? Alors, on ne voit rien. On ne peut pas grossir. Alors, je vais y répondre. Une seule, je vais vous la dire, Monsieur le ministre. Et je crois qu'on ne va pas rentrer dans le détail parce que les précisions que vous venez d'apporter sont claires. Elles sont claires, nous allons les commenter dans notre lettre et sur notre site. Prenons un exemple. Je crois, moi je n'ai jamais eu la chance ou la malchance, je ne sais pas si c'est vraiment une chance d'avoir été à Bercy comme ministre, comme vous, et je crois qu'il y a une mission d'un ministre à Bercy qui serait je dirais, une responsabilité à l'égard des citoyens pour actualiser les seuils. C'était un peu avant que vous ne soyez ministre, je crois en 91, une décision qui disait quand on a moins de 70 ans et que nous souscrivons à un contrat d'assurance vie, les dispositions juridiques et fiscales sont plus favorisées par rapport à une souscription après 70 ans. Alors je vous pose une question, Monsieur le ministre, et je sais que vous êtes un homme sensible à ces interrogations. Il y a depuis 1991 un allongement de la durée de vie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait normal qu'un ministre des Finances, le moment venu, dise « On a fixé la barre à 70 ans, c'était il y a 25 ans, je tiens compte des convertisseurs de l'INSEE et cette barre doit être portée à 75 ans aujourd'hui. » Monsieur le Président, c'est civique, c'est même pas financier. J'ai écrit un bouquin de comptabilité publique, ça ne fera pas perdre beaucoup d'argent à Bercy. Monsieur le Président, votre propos sonne merveilleusement juste. Mais pour vous accompagner dans votre souhait, qui est fondé sur, en effet, le constat que l'espérance de vie a progressé et que ce qui présidait à la fixation de ce plafond 70 ans peut faire l'objet d'une révision. Ceci mérite d'être étudié. Mais à ce stade, je ne peux pas prendre position pour le candidat que je soutiens, car nous avons aussi à être extrêmement rigoureux sur les conséquences budgétaires. Nous avons à équilibrer nos comptes publics. Il ne s'agit pas de nous raconter d'histoire. La démarche qu'a entreprise Emmanuel Macron est fondée sur une grande rigueur. Les hypothèses macroéconomiques qu'il a faites, je crois que ce sont les plus sérieuses de tous les candidats. Il a prévu un taux de croissance relativement modeste. J'ai encore à l'esprit un certain nombre de taux de croissance dans les prévisions qui pouvaient être faites il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Elles étaient extrêmement sympathiques, elles n'ont jamais été réalisées. Donc je crois que le principe de précaution, si tant est qu'on doive l'appliquer au moment où on veut plus de prise de risque, le principe de précaution, c'est de ne pas se raconter d'histoire, et tant mieux si la croissance est supérieure à nos prévisions. Très bien. Alors une question de la salle, merci. Peut-être une question de Simone Pilon, qui est avec nous, adhérente de l'affaire. Oui. Alors Simone Pilon est une adhérente de l'affaire, comme vous et comme moi. Alors le micro bleu peut-il être mis en service? Bon, vous nous avez promis... Bonjour monsieur. Bien dans le micro, Simone, si vous voulez. Vous avez bien promis une chose, une fois que vous serez en place, est-ce que vous pouvez vous certifier que vous ne changerez pas d'avis? Je ne changerai pas d'avis. Alors, je repose ma question. Je vous ai bien écouté. Moi, je suis une simple citoyenne. J'ai des revenus. Bon, je ne paye pas l'impôt sur la fortune, mais je suis très contente de mon sort. La seule chose, je suis très soucieuse de ce qui se passe à l'assurance vie. Monsieur Beckerman est très vigilant pour ça. Jusqu'à présent, il ne nous a jamais déçus. Il est intervenu, il y a passé une bonne partie de son temps. Là, vous êtes en train de nous faire des promesses, surtout quand vous serez en place, surtout tenez-les, ces promesses. Monsieur le ministre, pour un ancien expert comptable, ce n'est pas difficile de certifier. Bien, il y a un immense devoir de simplification dans notre fiscalité. C'est vrai au plan national, c'est vrai aussi au plan européen.
Vous vous êtes indigné lorsque vous avez appris que des multinationales ne payaient pas d'impôts en Europe. S'il en est ainsi, c'est parce que les États européens sont suffisamment stupides pour se concurrencer mutuellement. Donc, ayons de la sagesse dans l'édiction de nos normes fiscales et au plan national, ayons le souci d'être en ligne avec nos partenaires européens. Faute de quoi, nous aurons des phénomènes de fuite vers les pays voisins. Forcément, les arbitrages se font instantanément. Mais la question de Simone Pilon était un peu différente, mais je comprends que vous ne puissiez pas y répondre davantage. C'était la question de la confiance. Quelle confiance peut-on accorder à la parole publique quand on a constaté tout au long des années que les engagements pris n'étaient pas tenus et que les promesses de campagne étaient oubliées? Écoutez, ce que je souhaite, c'est que vous soyez toujours exigeants sur la sincérité des comptes publics et des budgets publics, et que le devoir de reddition de comptes soit au cœur de la gouvernance publique. S'il y a aujourd'hui un déficit de confiance, c'est parce que, au fil des années, à droite comme à gauche, n'ayant plus prise sur la réalité, on a fini par n'exister que dans la communication. Et le décalage entre l'image, la communication et la réalité est tel qu'elle suscite l'exaspération et la perte de confiance. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation, la globalisation. Le monde fait peur, incontestablement. Et nos chefs d'État ou de gouvernement essaient les uns et les autres de prolonger l'illusion qu'ils auraient toujours en main l'ensemble de leurs prérogatives de souveraineté. Et malheureusement, on le voit, j'évoquais les paradis fiscaux, j'évoquais les fraudes fiscales, le contrôle des migrations, le combat contre le terrorisme mondialisé, l'emploi. On a une politique monétaire, mais on n'a pas de politique économique au plan européen. On a une addition de politique nationale. Donc je crois que l'engagement européen d'Emmanuel Macron devrait être de nature à fortifier notre confiance. Comment va-t-on regagner la confiance des citoyens? C'est l'enjeu fondamental. Notre démocratie souffre en cet instant. Eh bien, je suis venu vers vous avec la sincérité qu'on peut avoir lorsqu'on est acteur politique. Maintenant, c'est vous qui êtes juge. Et la démocratie, elle s'exercera le 23 avril prochain. Alors, nous avons une question maintenant de la salle. Anne Moreau, s'il vous plaît. Allez-y. On va répondre tout de suite. Anne, quelle est la question posée? Alors, vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Arthuis, que vous vouliez préserver la rentabilité pour ceux qui font l'effort d'épargner, mais dans ce contexte de taux très bas et où on a des fonds garantis qui ont des rendements de plus en plus faibles, comment allez-vous faire? Est-ce que vous envisagez, par exemple, de supprimer l'imposition après 8 ans sur les produits des contrats d'assurance vie quand ils sont investis dans des supports risqués? C'est une des questions qui se posent. Les arbitrages n'ont pas été pris. La logique, quelle est-elle? La logique, c'est de tout mettre en œuvre pour le rebond économique. C'est la liberté la plus large possible, la confiance faite aux acteurs de terrain, en essayant de gommer toutes les aspérités fiscales qui se retrouvent dans le prix de revient de ce que l'on produit et qui nuisent tant à la compétitivité. Donc, sur ces questions, ne doutez pas de notre volonté de tout mettre en œuvre pour que la fiscalité contribue à la compétitivité. Il y a une mesure concrète pour cela, Monsieur le Ministre. On entend quand on parle, moi je ne m'entends pas, oui, on entend. Il y a une mesure concrète, Monsieur le Ministre. Vous dites, et là l'affaire est d'accord avec vous, que l'assurance vie, c'est un placement dans la durée moyenne de détention de notre contrat, c'est 17 ans à l'affaire. Et puis nous avons eu une pédagogie particulière qui nous semblait fondamentale, c'était au moment où nous engagions vers les unités de compte et après l'amendement Fourgouze-Dassault, nous avons dit, eh bien, il faut constater que la sécurité des fonds généraux a été performante. On a bien gagné avec les fonds généraux au cours des 40 dernières années. Mais maintenant, où les banquiers centraux, la Fed, la BCE inondent les marchés, nous avons des taux qui convergent vers zéro et il sera beaucoup plus difficile d'avoir des rendements dans les fonds généraux. Conclusion, nous invitons
avec une pédagogie appropriée, les adhérents à une nouvelle culture, je ne dis pas du risque, mais des opportunités. Il faut, et je suis absolument d'accord avec le ministre, il faut que nous contribuions au financement de nos entreprises. Et l'affaire a donné l'exemple. Eh bien, pour ce faire, nous demanderons au ministre s'il est d'accord pour que, sur cette composante, sans toucher à la qualification juridique du contrat, des unités de compte, il y en a quand même 300 milliards d'unités de compte, si nous procédons à des retraits après 8 ans, je pense que ce serait une mesure très appropriée qui ne coûterait pas grand-chose à nos finances publiques, de l'ordre de 20 ou 30 millions par an, j'ai fait des calculs, de supprimer le prélèvement forfaitaire du 7,5% après 8 ans. Ça, ce serait une mesure courageuse et incitatrice pour la croissance et pour la richesse de la France. Monsieur, il n'est pas douteux que tout doit être fait pour encourager le long terme. Notre économie succombe du court-termisme. On a vu trop d'entreprises mises en difficulté parce que ceux qui en avaient le contrôle essayaient de réaliser soudainement des bénéfices qui étaient totalement artificiels. Donc tout ce qui s'inscrit dans la durée, tout ce qui engage les investisseurs à très long terme doit recevoir une reconnaissance particulière. Je ne suis pas en mesure de vous dire, Monsieur le Président, qu'on va supprimer le prélèvement de 7,5%, mais en tout cas, ceci mérite réflexion et votre raisonnement sonne juste. Merci, Monsieur le Ministre. Il ne peut pas y avoir meilleure fin qu'un raisonnement juste de la part du président de l'affaire. Vous voulez poser une question? Alors, essayez de la poser, j'essaierai de la traduire sur la scène. On vous écoute. Voilà, 3 questions. Je ne sais pas, tout le monde n'en a pas entendu, je pense. Donc peut-être. Voilà, c'est ce qui me semblait, mais je pense à vous. Peut-être vous pouvez synthétiser rapidement. C'est le régime quelles sont les questions des plus-values immobilières. Alors il y a deux types de questions. Il y a l'indexation d'un certain nombre de seuils ou de plafonds. Nous n'avons pas gardé un très bon souvenir des systèmes d'indexation, car leur automaticité a pu conduire à des dysfonctionnements et des désagréments. Donc sur ce terrain-là, compte tenu de l'étroitesse et des contraintes budgétaires, nous ne pouvons pas suivre en l'état les souhaits qui sont exprimés. Et j'en suis tout à fait désolé. Quant au système de calcul des plus-values immobilières et de la durée de détention, ceci est en débat, mais pour l'instant, nous n'avons pas d'arbitrage à ce sujet. Voilà. Il y a beaucoup de débats, les arbitrages viendront. Merci à tous d'avoir été aussi attentifs à ces assises de l'affaire. Je remercie Gérard Beckerman pour sa participation. Merci, Monsieur le Ministre. Et toute l'équipe, tous les collaborateurs de l'affaire. Rendez-vous le 23 avril, chacun chez soi, dans les urnes. J'espère que ce débat vous aura un peu éclairé. Et merci de votre attention. Merci Jean-Michel Apathy et à très bientôt pour nos prochaines assises.